Adam, Élodie, Julien, Lucie, Nathan, Jeanne, Alexia. Certains de ces enfants présentent des difficultés développementales ou sont dans une situation de handicap. D'autres non. Ils découvrent, jouent, surmontent des obstacles et s'entraident. Bref, ils apprennent à vivre ensemble. Chez les Gazous, à la crèche de Jourdan, tous les enfants sont les bienvenus. Ils grandissent dans un environnement à l'image de la société dans laquelle ils vont grandir. Pluriel, métissé, riche de différences. Pour faciliter cet accueil, ils ont fait appel à une plateforme expérimentale qui a vu le jour en 2017, la plateforme Crescendo. En 2019, une recherche se fixe pour objectif de renforcer l'expérience de l'inclusion dans les territoires. Durant ces 3 ans d'expérience auprès des professionnels de terrain, des chercheurs, des associations et des acteurs de la petite enfance ont étudié les pratiques et les organisations propices à l'accueil de tous les enfants, quel que soit leur stade de développement. Surtout, ils ont prouvé que l'inclusion des enfants présentant un retard de développement dans les structures d'accueil de la petite enfance est une richesse pour l'ensemble des enfants et des professionnels. Je dis merci au handicap, c'est horrible ce que je dis, mais je le pense. Ah oui, clairement. Parce que ça fait notamment appel à ce que je disais, à plus de créativité. Tout le monde ne marche pas au même moment, tout le monde ne parle pas au même moment et ne parle pas de la même façon. Donc du coup là, c'est très ouvert, quoi. Et je pense que ça apporte beaucoup aux professionnels et du coup pour leur travail, même si elles restent sur des missions de petite enfance plus classiques où il n'y a pas obligatoirement d'inclusion. L'ouverture, en fait, oui, je pense que c'est super importante. Dans ces métiers-là, oui. La question de la mixité est une vraie question d'apprentissage, est une vraie question de vivre ensemble. On parle beaucoup de vivre ensemble, mais on y met quoi derrière ? Voilà, vivre ensemble, c'est vivre aussi dans ses différences, dans ses limites, dans les limitations de chacun, de vivre dans les capacités de chacun. C'est peut-être ça, le vivre ensemble. Et moi, à mon sens, la question du handicap fait partie intégrante de cette question-là. Je pense que la mixité, c'est important de la connaître quand on est petit, parce qu'après, une fois quand on sera adulte, on aura peut-être moins peur justement du handicap, puisque finalement, ça aurait été normal de l'avoir côtoyé. La conclusion aussi, c'est qu'il faut apprendre à se détendre et voilà, et respirer, et tout va bien se passer, et si on communique et si on échange avec tout le monde. La plateforme pour l'inclusion, soutenue par le groupe SOS, sensibilise, accompagne, soutient et forme les acteurs au sein des structures de la petite enfance. Chez les Gazous, les professionnels ont été accompagnés et formés durant toute l'année par la plateforme. Elles accueillent tous les enfants avec leurs spécificités et veillent à ce que chacun puisse se développer à son rythme. Si cela peut sembler être une évidence, ce n'est pourtant pas toujours le cas. Lazare a déjà visité plusieurs structures et l'accueil a eu un impact significatif sur leur vie parentale. Et à l'annonce du diagnostic, quand on leur a appris ça, on sentait que ça créait beaucoup de peur. Ils étaient un peu dépassés dans Ils votre étaient crèche. dépassés. Nous-mêmes, on était dépassés et on était face à des gens dépassés. C'est comme quelque chose, c'est trop compliqué, donc ils n'étaient pas contre, mais on sentait une réticence, une crainte, et donc voilà, à part très vite, on s'est rendu compte que la crèche où est Lazare aujourd'hui, c'est une chance énorme pour lui, quoi. On nous a convoqués pour nous confirmer effectivement que Adam l'année prochaine ne serait pas en fait accueilli à temps plein parce que c'était pas possible. Et du coup, on nous a quand même évoqué que clairement que si Adam restait à la crèche à temps complet, ils avaient peur que les auxiliaires se mettent en arrêt maladie. Du coup, on leur a opposé le fait que si Adam n'était pas bienvenu dans la crèche, que nous, on allait voir ailleurs et qu'on avait déjà entrepris les démarches. Le fait déjà d'avoir une place en crèche, je pense que c'est le parcours du combattant pour tout parent, et qu'en plus on a un enfant qui est en situation de handicap, je pense que c'est d'autant plus compliqué parce que ça peut générer des crispations. Les personnels de crèche peuvent avoir aussi peur de ne pas être à même d'accueillir l'enfant avec ses besoins spécifiques. Et je pense que la plateforme, en fait, tout simplement en dédramatisant les choses, en formant les personnes aussi un petit peu, celles qui avaient besoin d'être formées, et voilà, en permettant un accueil individualisé de l'enfant, lève tous ces freins.
Les professionnels de la petite enfance sont rarement formés à la prise en charge d'enfants présentant un retard développemental ou une situation de handicap. Aux difficultés inhérentes à l'accueil de tous les petits s'ajoutent celles liées à ces spécificités. Et les structures ne peuvent pas toujours faire face matériellement et humainement. Pourtant, les familles qui découvrent la situation de handicap de leur enfant ont encore davantage besoin d'être accompagnées. Face à une parentalité singulière, il est parfois difficile de trouver un soutien avisé. À travers l'accueil des enfants atypiques, c'est donc l'ensemble de la société qui est concerné. Nous, à parents, en fait, on est parachutés dans un système qu'on ne connaît pas. Et sans la plateforme, j'aurais peut-être pas eu le même niveau d'exigence pour Adam, peut-être. Nous, si on nous enlève ça, on est vraiment, on serait vraiment dans la merde. Ah ouais, parce qu'on ne saurait pas quoi faire. Tout a été ultra simplifié, Et c'est même pour plus que ce qu'on attend, ce que nous offre l'association. Rien que le fait de savoir qu'on peut l'appeler nous permet de ne pas l'appeler. C'est vrai. Avant d'être un enfant en situation de handicap, ça reste un enfant. Et donc à ce moment-là, vous n'avez pas les parents, excusez-moi, volontairement je vais dire ça, mais de l'handicapé, mais vous avez les parents d'un enfant, tout simplement. Et il faut transmettre les informations comme tous les autres enfants. Donc s'il a fait des choses qui n'allaient pas, s'il y a des choses à transmettre qui vous semblent importantes, il faut le faire aussi. Si Lazare était atteint de crise de spasme, depuis sa nouvelle crèche, elles ont totalement cessé. Épanoui et souriant, il profite des mêmes activités que les autres enfants et apprend à vivre à leur côté. Tous les enfants sont différents et gagnent à ce que l'on s'attarde sur leur singularité. En effet, ils ont tous de nombreuses habiletés à acquérir et les chemins de vie prouvent que les diagnostics ont parfois tort. Quoi qu'il en soit, que l'on puisse un jour lire ou écrire, il faut d'abord apprendre à manger, se déplacer, ressentir. En un mot, vivre avec son environnement. Et quand il s'agit de vivre, tous les enfants sont égaux. L'enfant handicapé, il est porteur de deux richesses. La première, c'est que tous ces enfants-là sont animés d'une force de vie assez incroyable. Peut-être parce qu'on leur a dit très vite, très tôt, qu'ils ne pouvaient pas faire et qu'ils ne pouvaient pas être. Donc du coup, ils ont cet instinct-là de développer aussi différentes stratégies pour faire, pour être. Et l'atout majeur pour les autres enfants à développement typique, c'est d'avoir la démonstration qu'il n'y a pas un chemin pour réaliser, pour faire, mais qu'il y a des possibles. Et c'est souvent ce que l'enfant en situation de handicap vient démontrer. Ethan est accueilli chez les Kalimba. Plus que quelques années et il pourra passer son permis de conduire. Si l'objectif de l'accueil de tous les enfants est de les préparer à être de plus en plus autonomes et à se développer harmonieusement au sein de son environnement extérieur, le processus d'inclusion pour les jeunes enfants présentant des difficultés développementales ou un handicap constitue un véritable atout. L'accueil inclusif permet aux enfants d'appréhender la complexité de leur environnement, ses bienfaits et ses contraintes, beaucoup mieux que dans une structure très spécialisée. Ici, par exemple, tous les enfants ont appris quelques signes et il est démontré que cette pratique accélère l'apprentissage du langage. Mais Ethan a aussi et surtout les mêmes besoins qu'un enfant à développement ordinaire et partage bon nombre de ses centres d'intérêt. L'accompagnement ne doit pas réduire l'enfant à ses difficultés ou à son handicap, mais le soutenir positivement dans son développement. Ce qui est riche dans l'inclusion, c'est qu'on peut avoir des activités avec des similitudes. Voilà, on organise une activité et voilà, chaque enfant peut participer avec ses capacités, avec ce qu'il est. Et on peut avoir des interactions aussi assez riches entre les enfants, des enfants qui y arrivent, qui vont aller aider ceux qui n'y arrivent pas, ou au contraire des enfants qui n'y arrivent pas, qui vont aller demander de l'aide, ou s'inspirer des copains qui y arrivent mieux. Et voilà, c'est toute la richesse du coup de l'inclusion de ces enfants-là. Ouais, que quand on dit la crèche, on dit en collectivité, on pourrait dire en société. Ouais. La collectivité des enfants, c'est la société des adultes, j'ai l'impression.
Mais c'est un peu comme l'école. En fait, c'est... Ouais, la nounou qu'on a, elle pourrait rester, on l'embauche toute la semaine. Donc en fait, elle pourrait garder très bien les enfants ici. Mais pour moi, c'est hyper important qu'il observe d'autres enfants, qu'il ait d'autres adultes référents, enfin qu'il ait des repères un peu partout qui permettent, à mon sens, ensuite de le rendre de s'adapter plus facilement dans différentes situations et qu'on soit pas trop dans un cocon. Voilà. Donc de toujours préserver son bien-être, mais avec des gens bienveillants et extérieurs. Nous, le handicap n'est pas tabou. On vit avec tout le temps. Maintenant, comme c'est des enfants qu'on arrive à faire évoluer, à faire avancer, qui feront leur vie professionnelle et leur vie d'adulte, le fait qu'ils soient avec... on ne le considère pas comme un enfant handicapé à plein temps. Ils évoluent vraiment à leur rythme, mais comme les autres enfants. Aujourd'hui, Ethan ne veut pas laisser sa maman. La question de la séparation pour les enfants et leurs parents peut être plus délicate pour les enfants présentant des difficultés développementales. Inquiétude, phénomènes de surprotection par exemple, peuvent nécessiter des périodes d'habituation progressive adaptées. Adam, quant à lui, est arrivé à la crèche Charivari il y a 1 an. Ici, la section accueille 4 enfants présentant un développement atypique. Ensemble, ils interagissent librement sans se soucier de différences qu'ils ne perçoivent pas. Ils apprennent la solidarité et l'entraide et sont peut-être plus préparés à prendre conscience de l'importance des émotions dans leur relation à l'autre. Et ceci n'est pas un mince avantage, car si l'homme n'a ni crocs ni griffes, c'est peut-être parce que le fait de savoir bien vivre ensemble est finalement sa meilleure arme. Ça permet aussi aux personnes qui entourent Adam d'avoir une sensibilité par rapport à la différence et d'ouvrir un petit peu tous les champs des possibles. Et moi la première, parce que moi auparavant je ne connaissais pas du tout ce que c'était la trisomie 21. Et avec Adam, moi ça a été un voyage, parce que Adam c'est aussi beaucoup de joie. Il a vraiment un magnétisme qui est très positif et tout ça, ça nous apporte beaucoup. Ça nous apporte beaucoup en fait dans la famille. Moi c'est vraiment une bulle de bonheur quoi. Adam c'est vraiment ouais. Et puis je pense qu'Alice, effectivement, elle a aussi, avec tout ce qu'elle a vécu, elle est assez lumineuse au niveau de la classe, elle rayonne et je pense qu'elle apporte tout son enthousiasme et puis peut-être aussi parfois elle peut montrer que pour arriver à faire quelque chose, on peut suivre un chemin un petit peu différent et je pense que c'est enrichissant que les autres enfants voient qu'il n'y a pas une seule voie possible dans la vie. L'inclusion profite donc aussi aux autres enfants. Pourtant, le regard et les représentations des autres parents peuvent être empreints d'inquiétudes diverses. Vont-ils s'occuper de mon enfant autant que des autres ? N'est-ce pas défavorable pour son développement ? Quels aménagements sont différents ? Le parent, face à la différence, peut parfois se sentir lui aussi un peu différent. Il faut donc les rassurer, car si l'inclusion peut nécessiter des adaptations, elle vise surtout un accueil égalitaire pour tous les enfants. Pas besoin d'informer le parent sur les caractéristiques de tel ou tel syndrome, mais plutôt de lui parler de l'enfant et montrer concrètement les changements nécessaires. Assumer pleinement les difficultés et les atouts de l'inclusion pour leur enfant est souvent le meilleur moyen de rassurer. Car avant tout, ce n'est jamais un handicap qui est accueilli, mais bien un enfant avec ses spécificités, son vécu, mais surtout ses jeux et ses sourires. Un enfant qui soit avec ou sans handicap, on apprend tout simplement à le connaître déjà et après on va voir et on va s'adapter au rythme qu'il a besoin et accompagner la famille et prendre le temps qu'ils se séparent tranquillement et de les accueillir dans les lieux et c'est une rencontre en fait. Dès la première observation, j'ai compris qu'on n'accueille pas un handicap, mais on accueille un enfant dans ses spécificités, dans sa singularité, un enfant avant tout. Là, on ne porte pas tout seul et que c'est un vrai travail d'équipe, un vrai travail avec les psychologues, les psychomotriciennes et du coup de se rassurer que ça va aller, qu'il n'y a pas de raison. La découverte du handicap de son enfant est parfois progressive.
Sans diagnostic, parents et professionnels peuvent être perdus ou dans le déni. Au contraire, ils peuvent être inquiets alors que le personnel ne perçoit pas de problème chez l'enfant. Les ressentis sont parfois très différents entre des parents qui découvrent cette situation et des professionnels qui la vivent au quotidien. Quant au diagnostic, s'il permet généralement de dessiner des pistes, il peut parfois les brouiller ou même faire obstacle à la relation humaine entre l'enfant et ses parents. Pour qu'une forme d'apaisement s'installe, le parent peut avoir besoin de se sentir accepté et intégré au même titre que les autres parents. Parfois, ils peuvent avoir besoin de percevoir la part de validité de leur enfant pour s'investir dans un projet de vie. C'est vrai qu'avec un enfant comme ça, on est plus dans la... C'est pas seulement du... Quand on joue avec lui, c'est pas seulement du jeu, c'est aussi un peu de la stimulation du travail. Même si moi, je le vois pas trop comme ça. Il y a un enjeu pour elle de le stimuler et c'est très bien parce que ça nous décharge de ce truc et on n'a pas, nous, en tant que parents, à être que dans la performance. Et on veut pas ça, nous. Nous, on veut juste être avec lui, jouer avec lui. Si on peut le stimuler, très bien. Mais si on devait penser à ça en permanence, ça serait un peu dur, quoi. Vraiment confiance en ce qu'ils font avec lui, voilà. L'enfant interagit en partie avec son univers à travers les modalités d'interaction qu'il a en particulier avec ses parents. Il faut que les parents aillent bien pour que l'enfant se porte le mieux possible. Or, plus des 3/4 des couples parents d'enfants présentant une difficulté de développement se séparent. L'adaptation des parents à une situation qu'ils n'ont pas prévue est longue et semée d'embûches, et les réactions des parents peuvent être diverses et parfois surprenantes. Le regard bienveillant des professionnels de la petite enfance est donc très important. Ne pas juger les parents dans leur comportement, ne pas se focaliser uniquement sur les difficultés ou le handicap de l'enfant, mais percevoir ses potentialités sont quelques pistes pour favoriser l'accueil. Il ne s'agit pas de parler uniquement des difficultés, mais aussi des envies, des besoins, des désirs de l'enfant. Les enfants comme les grands ne sont pas juste une addition de savoir-faire, mais ont surtout un savoir-être toujours singulier. On s'adapte vraiment à la singularité de chaque enfant et voilà, il y a un enfant trisomique, il n'y a pas 2 enfants trisomiques qui fonctionnent pareil, il n'y a pas 2 enfants autistes qui fonctionnent pareil, donc on essaye vraiment de s'adapter au fonctionnement de chaque enfant et c'est pour ça, voilà, on propose quelque chose, mais c'est pas pour autant que ça va fonctionner. On se dit on essaye, est-ce que ça fonctionne pas, on se revoit dans 2 semaines, 1 semaine pour voir si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, on essaie de voir pourquoi et on aménage en fait petit à petit et on fait que tâtonner tout le temps. Et c'est pas parce qu'on a trouvé une solution qui fonctionne que ça va fonctionner pendant 6 mois. Ça se trouve, ça va fonctionner 3 semaines et puis après, il va falloir encore retrouver autre chose. Ils ont besoin d'être valorisés et voilà, de se rendre compte qu'ils sont capables de faire des choses. Voilà, ils ont eux aussi leur force. Ils n'ont pas que des faiblesses, comme on pourrait peut-être parfois le penser, mais non, ils nous montrent vraiment et puis le courage aussi. Ils ont beaucoup de courage. Du courage, c'est toute la famille qui en a besoin. Car au-delà des difficultés matérielles, et si la question du handicap a évolué, le regard de l'autre demeure souvent pour les parents une épreuve supplémentaire. On n'en parle pas. Parce que justement, on ne veut pas être jugé comme des parents d'enfants handicapés. Parce je pense que le handicap vis-à-vis du regard extérieur, c'est très difficile. J'ai un camarade de mon fils, donc du frère d'Ethan. Ils se sont côtoyés très longtemps. Je pense qu'au bout d'un moment, les parents de ce petit garçon se sont dit non, il y a un problème. Et donc en fait, du jour au lendemain, mon fils n'était plus du tout le bienvenu et il se côtoie plus du tout, quoi. Pour que la qualité de vie des parents puisse être améliorée, il est possible de créer des groupes de parole ou de favoriser les échanges avec tous les autres parents. Quant aux professionnels, il est important qu'ils soient sensibilisés.
car ne pas juger, parfois, cela s'apprend. À Méli-Mélo, une crèche située dans le 20e arrondissement de Paris, les professionnels suivent aujourd'hui une formation très concrète sur le handicap. À l'aide de petits jeux de simulation, les apprenantes expérimentent par eux-mêmes la situation vécue lors d'un handicap moteur ou neuronal. Je pense qu'en vivant corporellement l'expérience, on s'est remis à la place de l'enfant dans le développement de l'enfant, on est repassé par les stades, le 4 pattes et tout. Là, on a vécu un petit peu ce que c'est d'avoir les difficultés de compréhension dans la défiance mentale, le toucher, voilà, puisque c'est des enfants qui demandent un aménagement spécifique, qui demandent de la part du professionnel voilà, d'aller au contact, que ce soit par le regard, par le toucher. Et du coup, je pense que et pour l'enfant, c'est plus agréable, le professionnel peut savoir ce que l'enfant ressent, et en plus, comme ça permet aussi aux professionnels d'être plus à l'aise aussi dans son toucher, de plus avoir peut-être cette crainte de mal faire. Et du coup, c'est bénéfique pour les deux, c'est dans cette réciprocité un petit peu de bien-être pour l'enfant et de bien-être pour le professionnel aussi, puisque mes missions aussi, c'est de soutenir les professionnels et de les accompagner dans cet accueil en fait, de l'enfant avec handicap. De retour chez les Gazous, Lazare est prêt pour son repas. Un rituel pas toujours facile à mener, mais que Marie-Christine maîtrise bien. Elle et Ethan se connaissent depuis plusieurs mois et ont su développer un langage commun. Je pense qu'il y a eu le bénéfice aussi de la collectivité pour Lazare. Donc il a fait beaucoup de progrès au niveau de la motricité, au niveau de ses interactions avec les adultes principalement, mais il commence à y avoir des interactions avec les autres enfants. Je pense que les personnes pour qui c'est difficile, il faut qu'elles soient accompagnées. Et donc c'est indispensable d'être accompagné, surtout quand on a des appréhensions. Mais je pense que c'est travailler au quotidien, lors de réunions, et du coup, c'est une grande aide pour les professionnels. Si Marie-Christine est à l'aise aujourd'hui et peut mobiliser la même énergie pour chaque enfant, c'est le fruit d'un long travail sur soi. Cette année, la plateforme a suivi plusieurs puéricultrices. Durant chaque semaine, une réunion de suivi a permis à chacune d'exprimer leurs ressentis face à la prise en charge d'enfants atypiques. Oui, ça a bouleversé mon petit monde, mais par rapport à ça, aux angoisses que je sens qui arrivent et auxquelles j'ai pas de réponse, j'ai envie de continuer, mais en même temps... En général, les professionnels ont un immense talent pour garder toutes ces émotions-là, parce qu'elles sont un petit peu sous le didacte d'un côté il y a la professionnelle, d'un autre côté il y a la personne. La fameuse phrase tu gardes tes problèmes personnels à la porte de ton boulot. Donc je vais vous le redire, je vous l'avais dit en introduction, je vous le redis en conclusion, c'est une énorme connerie. Quand tu arrives au travail le matin, tu arrives toi dans ton entièreté, avec qui tu es, avec ton vécu, tes formations, tes liens sociaux, ton état de fatigue ou pas, ton état émotionnel fluctuant, comme toute personne. Le retard de développement chez un enfant peut renvoyer l'adulte à des sentiments très différents. La frustration de ne pas pouvoir l'aider, le rejet de la différence, une empathie difficile à gérer, autant de difficultés émotionnelles qui s'ajoutent à celles générées par tout enfant. Pour chaque individu, le bouton émotionnel activé ne sera pas toujours le même et les moyens de le rassurer sont donc toujours à découvrir. Ça a fait bouger des choses chez moi par rapport à ce que j'avais vécu avant et de voir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser, mais qu'on peut toujours accompagner. Donc voilà, c'est être là. La gestion des émotions, je pense que c'est, pour moi, c'est difficile c'est vraiment difficile à jauger parce que ça se vit intérieurement. Après, il faut mettre des mots dessus et savoir ce qu'on en fait. Il ne faut pas faire abstraction de ses émotions parce que sinon, c'est biaisé. Actuellement, c'est toujours assez compliqué
de gérer mes émotions avec ce que je vis ici. Je pense que c'est plus la frustration de ne pas faire ce que j'ai envie de faire et de voir que ça ne bouge pas aussi vite que je le souhaiterais. Pour certaines situations, j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui bougent pour que la famille soit mieux, que du coup l'enfant soit mieux et que l'accueil soit plus simple. Un professionnel va accueillir un enfant quel qu'il soit et puis va être cueilli un petit peu plus que d'habitude par cet enfant-là parce qu'il y a un vécu ou parce que la situation des parents ou parce que la maman ou parce que le papa fait écho à quelque chose de très personnel. L'enfant handicapé ne fait pas plus écho que d'autres enfants. C'est pour ça que je trouve que dans notre milieu, dans nos professions, la question des émotions doit être au centre des formations et aujourd'hui, elle ne l'est pas. En général, lorsqu'une situation touche un professionnel, c'est qu'elle ravive chez lui une problématique qui lui appartient. Avec les groupes de parole et l'expertise psychologique proposée, la plateforme Crescendo a aidé les professionnels à refaire ce chemin vers leur propre vécu. Dans la plupart des témoignages, une idée revient. En s'autorisant à exprimer la totalité de son ressenti, il s'en trouve largement diminué dans une situation de crise. Comment mettre au travail les énergies liées à la peur, à la colère ? Comment gérer cette incertitude ou l'aspect nouveau d'une situation ? Ces questions semblent être une des clés dans l'accompagnement efficace des familles. J'amène un espace de réflexion pour les amener, elles, à réfléchir sur ce qu'elles ressentent, le pourquoi du comment, est-ce que ça fait écho ou pas à des choses plus personnelles, mais elles sont libres aussi d'en parler ou pas, qu'elles puissent, elles, créer du lien avec une expérience ou un vécu plus personnel. À partir du moment où on y met du sens, le ressenti n'est plus du tout le même. On met des mots sur ce qu'on ressent, on élabore dessus. Donc après, ça empiète moins justement sur son travail et sur tout ce qu'on peut aussi proposer à l'enfant dans cet accueil. Une fois les difficultés surmontées, l'accueil inclusif par l'accompagnement de la plateforme Crescendo a permis à de nombreux professionnels de mieux se connaître et donc d'améliorer leur qualité de travail avec les enfants présentant des difficultés, mais aussi avec les autres. Tant qu'on n'y est pas confronté, je pense qu'on a une image très négative des choses. On considère plutôt les enfants handicapés comme des enfants qui doivent rattraper quelque chose ou à qui il manque quelque chose. Mais en fait, on peut aussi le prendre sous un prisme différent et se dire qu'ils peuvent aussi, eux, apporter. Ils peuvent aussi avoir une place intéressante dans un groupe. Et puis, juste aussi, ce travail auprès des personnels des écoles, c'est aussi de dire on va accepter l'enfant tel qu'il est. Cette année, on me dit que tout va bien. Et puis de toute façon, je l'ai constaté moi, en début d'année, que l'adaptation s'était faite vraiment facilement et qu'il a l'air d'être super épanoui. Enfin, il a le grand sourire, Adam, même à la crèche. Un enfant, quel qu'il soit, reste toujours un enfant. Apprendre à s'occuper d'enfants présentant un retard de développement, c'est aussi mieux s'occuper des autres enfants, des autres tout court. Et si les différences de développement de l'enfant ne nous permettaient pas, au fond, d'apprendre à mieux vivre l'altérité ? Et si finalement c'était nous les grands qui avions à apprendre de tous ces petits autres ? C'est en tout cas un paradigme déjà adopté par de nombreux pays. Si l'aventure de l'inclusion peut être source de nombreux bienfaits, elle n'est pas toujours facile à mettre en place. Le turnover important dans la profession, les spécificités des structures d'accueil, l'implication émotionnelle. L'expérience montre qu'une des conditions nécessaires est la présence d'une direction motivée et suffisamment pédagogue pour faire adhérer son équipe au projet. L'école, c'est aussi un lieu où on apprend à vivre ensemble. Et donc avec tous les membres de la société, quelles que soient les personnes. Et le handicap en fait partie. Alors moi, je prends appui sur des livres, sur la différence, pour passer dans les classes et en parler. Et en général, c'est plus facile pour les enfants de parler d'une différence physique qui se voit, en fait. Et c'est les premières choses dont ils me parlent quand j'interviens dans les classes.
Et voilà, et je leur explique qu'il y a des différences qui ne se voient pas forcément, mais qui sont là aussi. Grâce à la plateforme, Alice a pu avoir un suivi tout au long de sa jeune scolarité. Les transitions efficaces sur son développement lui ont permis de s'intégrer et aux côtés de ses camarades, elle apprend à collaborer, vivre ensemble. Ensemble, ils bâtissent une mémoire commune. Dans son passage à l'école, la plateforme du groupe SOS a fait le lien entre la crèche et la direction de l'école. Toutes les informations sur Alice, son syndrome, mais aussi sur son mode de vie, ont permis à son institutrice de faciliter son intégration. La plateforme, elle a permis l'épanouissement d'Alice, mais nous aussi, en tant que famille, elle nous a permis de retrouver de la sérénité. Il y a toute une cassure et un déséquilibre c'est un véritable tsunami après. Et je pense que la plateforme, elle évite ça aussi, elle évite que la famille éclate en morceaux. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai aucun souci à laisser Adam, bien au contraire. Hein. Je dis sinon, je pense que je me serais désengagée de mon travail. Hein. Donc, moi, je vais au travail vraiment la conscience tranquille. Je le récupère et il a le grand sourire. Enfin, tout va bien, il a appris plein de choses. Donc, oui, je ne fais que recommander ce genre d'accueil. Aujourd'hui, 65 familles sont accompagnées par le groupe SOS. C'est très peu au vu des 60 000 enfants de moins de 5 ans touchés par un retard de développement en France. Quelle que soit la difficulté développementale de l'enfant, il a toujours un développement. Cette capacité à apprendre ne doit jamais être un frein à la relation, mais la preuve que tous les enfants ont en commun d'être vivants. Accompagner ces enfants, c'est leur donner une place dans leur société dès le plus jeune âge. S'il faut parfois adapter les conditions matérielles des structures d'accueil, l'aventure de la plateforme Crescendo nous montre que chez les grands comme les petits, les émotions et les ressentis comptent et qu'il est essentiel de valoriser les habiletés, les progrès et le développement des uns comme des autres. En connaissant mieux ce qui est nous, il est possible de mobiliser plus d'énergie pour connaître ce qui est autre. Et si finalement l'autre, c'était nous ?